parce que sinon ça nous pose des problèmes de l'arsène au moment de la vidéo. Hein, c'est un impératif. Alors je vais faire l'appel. Donc Yves Revel, présent bien sûr. Monsieur Thierry Deléan. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Lecoustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Monsieur Michel Leblet absent, pouvoir à Yves Revel. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margueritas. Madame Patricia Charton. Monsieur Marcel Belleuil absent, pouvoir à Philippe Miraut. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Monsieur Philippe Miraut. Madame Isabelle Rambose. Monsieur Joël Maillard. Madame Martine Joly. Monsieur Serge Sellerin, absent, pouvoir à Sophie Mérès. Monsieur Philippe Guillonneau. Monsieur Xavier Lefebvre. Présent. Madame Myriam Mathieu. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric. Présent. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Présente. Monsieur Stéphane Tronche, absent pour le moment. Monsieur Nelson Dos Santos, absent, pouvoir à Madame Sophie Sauteur. Monsieur Serge Loisel, absent, pouvoir à Madame Patricia Charton. Madame Fabienne Kerverne et Madame Sophie Sauteur. Bien. Alors, vous avez sur votre table un vœu pour l'amélioration de la grille de dessert de la ligne N. On en parlera tout à l'heure, je vous laisse le découvrir et on en parlera à la fin du conseil. Bien. Alors, désignation du secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margueritas, c'est bon? Ok. Alors, je passe la parole à Madame Martine Joly concernant la convention de mise à disposition du manager de commerce. J'enlève tout. Hein. Ah, juste le haut du haut. J'ai dit j'enlève tout le haut du haut. Messieurs, dames, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter ce soir la première délibération de ce conseil municipal qui concerne, enfin du moins qui rentre dans le cadre du programme des petites villes de demain. Il s'agit en effet du recrutement d'un manager de commerce que nous allons partager, nous Bénois, en tout cas la ville de Benne, avec la ville de Jouarre-Pontchartrain qui, comme vous le savez, ou peut-être pas, Jouarre-Pontchartrain, au même titre que Benne, a été élue petite ville de demain. De fait, nous avons conjointement décidé que Jouarre-Pontchartrain allait recruter un manager de commerce et que ce manager de commerce serait mis à disposition à temps partiel, pour exactement à mi-temps, à la ville de Benne. Pourquoi recruter un manager de commerce? Déjà parce que cela concourt, comment dirais-je, au développement concrètement de Benne, enfin du commerce, pardon. Et surtout, ça nous permet, enfin c'est l'occasion plus exactement de bénéficier d'une subvention qui peut nous être accordée par la Banque des Territoires, une subvention qui se manifeste sous le, comment dirais-je, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir, je recommence, une subvention qui se manifeste, oui je dis bien, par le financement, pardon, du poste à hauteur de 20 000 € par an. Financement du poste à hauteur de 20 000 € par an, sachant que ce poste qui est du grade d'attaché doit revenir par an, toute charge comprise, à 44 000 €. Donc moins les 20 000, cela nous mène à 24 000 €, divisé par 2, puisqu'il y aurait donc Pontchartrain qui prend en charge la moitié du financement et Benne l'autre moitié, ça nous ferait à peu près 12 000 € sur 2 ans, puisque c'est l'objet de la subvention.
peut-être ce qui peut être important pour vous, et encore excusez-moi, je suis pas très bien ce soir, je vais me remettre en selle. Ce qui peut être intéressant, c'est de vous indiquer les missions du manager de ville, non pas de ville, de commerce, pardon. Alors, d'un point de vue officiel ou officiellement parlant, on dit que le manager de commerce a une mission opérationnelle d'animation et de promotion au sein des unions commerciales dans une posture de coordination. Donc, ça ne fait pas très concret tout ça. Ce qui m'importait de vous dire, c'est de vous lister les principales missions qui ont été définies dans le cadre de la fiche de poste, donc pour le recrutement de ce manager de commerce. Et ces principales missions sont les suivantes. Animation commerciale des centres-villes, définition d'un plan d'action stratégique en faveur du développement de commerce, conception d'opérations, de projets d'action commerciale, de politique collective d'animation et de promotion, développement et gestion des partenariats financiers stratégiques pour le développement commercial du territoire, animation des groupes d'acteurs dans le cadre de pilotage de projets du développement et de la dynamisation du commerce. Et enfin, accompagnement des commerces en matière de numérisation et de digitalisation. Bon, c'est encore pas très opérationnel tout ça, mais évidemment, nous allons travailler de concert dès lors que la personne sera recrutée. Je vais vous donner les grandes lignes de la convention. Ceci dit, excusez-moi, il faut que je boive. Décidément, ce soir, je ne suis pas à la hauteur, mais si. D'ici, j'y suis, mais désolée. Hein. Donc, ce qui m'importe, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas lu toute la fiche de poste, ce qui est important, donc, c'est d'avoir en tête cette convention que nous allons signer donc, avec la ville de Jouarre-Pontchartrain. Évidemment, elle sera valable dès lors que nous aurons obtenu la subvention de la Banque des Territoires. Et qui donc demande cette subvention, c'est Jouarre-Pontchartrain. Si je ne me suis pas bien exprimée, je recommence. C'est Jouarre-Pontchartrain qui, a fait la demande d'aide, de subvention auprès de la Banque des Territoires pour obtenir un cofinancement, puisque c'est ainsi que c'est indiqué, cofinancement pour le recrutement d'un manager de commerce. C'est Jouarre-Pontchartrain qui a fait paraître une offre, pour le recrutement, une offre et donc une fiche de poste pour le recrutement de ce manager de commerce. Et c'est ensemble que nous, Ben et Jouarre-Pontchartrain, signons la convention de manière à ce que, in fine, c'est-à-dire si la subvention est obtenue et si évidemment, et dès lors que le manager sera recruté, nous puissions bénéficier moitié-moitié, hein, un demi-ETP, hein, dit-on, un équivalent temps plein dans le jargon, nous puissions bénéficier chacun des qualités, des compétences et des actions de ce manager de commerce. Je vous propose donc de vous lire l'essentiel de la convention avant que vous ne puissiez voter, ou du moins que vous ne souhaitiez voter. Alors, je l'ai, la convention, elle est là, quelque part, décidément. Alors, je ne vous lis pas tout, mais les différents articles quand bien même. Donc, l'article 1 concerne l'objet et la durée de la mise à disposition du poste de manager. Donc, pour exercer ses fonctions, à compter de, ça sera sans doute en côté de début janvier 2022, on présume, hein, évidemment pour la durée de son contrat. Conditions d'emploi, donc il est bien dit que le travail du poste de manager de commerce est organisé conjointement par la mairie de Jouarre-Pontchartrain et de Ben, dans les conditions suivantes. Donc le travail, comme je vous ai dit, la durée du travail se fait par un partage de temps à temps égal entre les deux mairies. Toute la partie administrative, comme je vous l'ai dit, je vous le redis ici, est gérée par la mairie de Jouarre-Pontchartrain. Pour la rémunération, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc environ 44 000 € sur une année, répartis au niveau des deux mairies. Ben aura aussi à payer des frais annexes à hauteur de 300 € par mois, forfaitairement,
Pourquoi? Pour les frais de téléphone, abonnement téléphonie et autres, PC portable, utilisation d'un véhicule, etc. Et puis, ce qui peut être important, fin de mise à la disposition, c'est quand le contrat prend fin, hein, et mise en œuvre dès lors que, bien évidemment, la convention, l'attribution de la subvention est effective. Voici, voilà. Et encore, excusez-moi pour cette intervention lamentable. Je me reprendrai la fois prochaine. Bien, monsieur le maire, je vous laisse... Avez-vous des questions? Oui. Oui, madame Béguier. Excusez-moi parce que je trouve que vous parlez de la subvention qui a été demandée par Pontchartrain. Elle sera répartie sur l'enveloppe globale, oui, ou seule sur leur partie à eux? Non, pas du tout. C'est-à-dire que si on considère pardon, si l'on considère, comment dirais-je, les charges totales pour ce manager à hauteur de, on va dire, pas forfaitairement, mais en l'occurrence 44 000 € sur l'année, donc on retire à cela les 20 000 € de subvention, on divise par 2, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous fait à peu près 12 000 € chacune des villes, pour chacune. D'autres questions? Peut-on passer au vote? Bien. Qui vote pour? N'oubliez pas les pouvoirs. Merci. Je suppose qu'il n'y a pas de vote contre, ni d'abstention. Merci, c'est l'unanimité. Bien. Alors, délibération suivante, utilisation du restaurant du camp de gendarmerie par les agents municipaux de la ville de Beynes. Alors, je vais vous lire l'exposé. La commune de Beynes souhaite autoriser les agents communaux à utiliser le restaurant du camp de gendarmerie de Beynes contre, évidemment, rémunération, paiement du repas. Il est nécessaire que les agents de Beynes puissent accéder à un lieu de restauration collective durant leur pause déjeuner. La gendarmerie s'engage à mettre à disposition des agents communaux de la ville de Beynes son restaurant collectif afin de leur donner la possibilité de pouvoir se restaurer pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. La gendarmerie s'engage à garantir l'accès au site situé au camp de Frileuse nécessaire à la ville pour permettre la restauration des agents communaux de Beynes. La gendarmerie de Beynes est chargée d'assurer les prestations d'alimentation financées par des crédits budgétaires au bénéfice du personnel et agents de la commune de Beynes. Ces prestations comprennent, selon les catégories d'ayants droit définies par les réglementations en vigueur, le repas du midi. Le tarif des prestations s'établirait comme suit. Repas du midi, 6 €. Chaque repas sera financé sur les fonds propres des agents sur la base du volontariat, ainsi que tout dépassement de la composition du repas normal. La présente convention a pour objet de permettre aux agents municipaux de se restaurer à la restauration du camp de la gendarmerie de Beynes et donc proposer aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauter. Oui, je voulais savoir comment ça se passait jusqu'à présent. Il fut un temps, les agents pouvaient, par l'intermédiaire du CCAS, commander des repas qu'ils prenaient dans une salle en bas. Oui. Et donc ça, avec les inondations, peut-être que ça c'est... Non, ils peuvent toujours, il y a une salle en bas de restauration, ils peuvent toujours se restaurer en bas, il y a ce qu'il faut, il y a micro-ondes, frigidaire. Maintenant, c'est pas toujours peut-être facile pour les agents d'amener ce qu'il faut manger, donc c'est plus facile. Évidemment, ça sera plus facile pour eux d'avoir un restaurant et d'avoir une place assise, de ne pas avoir à se débrouiller pour faire les courses. Voilà. D'accord, c'est juste une nouvelle offre qui leur une nouvelle. Ouais. C'est sur la base du volontariat, il n'y a pas d'obligation. Voilà. D'autres questions? Non? On peut passer au vote? Si, j'ai une petite question en annexe. Est-ce que ça augure de relations plus proches avec le camp de la gendarmerie de Frileuse? Absolument. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est bon. Merci. Oui, c'est déjà le cas, mais c'est vrai qu'effectivement, on a de plus en plus de relations avec les responsables du camp de gendarmerie. Merci, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Abstention? Vote à l'unanimité. Merci.
Alors, délibération suivante, modification des statuts du syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau. Par délibération numéro 642-2021 en date du 8 juillet 2021, le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau, SYRIAE, a adopté ces nouveaux statuts pour intégrer les nouvelles évolutions réglementaires. Les modifications apportées sont les suivantes. Mise à jour de l'article 7 concernant le bureau syndical, ajout de la référence au texte de loi et possibilité d'étendre le nombre de vice-présidents comme annoncé lors d'une précédente assemblée, périmètre syndical, mise à jour les données. Les communes membres sont invitées à se prononcer sur ces nouveaux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, la décision des communes membres est réputée favorable. Donc proposer aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver les statuts du SYRIAE. Patricia. Je voulais ajouter que les statuts ont dû être modifiés pour l'adjonction de 2 villes de notre communauté de communes qui sont Naufle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric. Donc c'est pour ça que les statuts ont dû être modifiés. C'est en dur dans les statuts, le nombre des villes. Très bien. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, je passe la parole à Monsieur Félicien Margueretas. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc on a sous les yeux une délibération qui ne nous est pas étrangère, on a eu l'occasion d'en discuter pendant quelques conseils précédents par rapport au compte rendu et procès-verbaux du conseil municipal. Donc suite à des réflexions bienvenues, nous sommes amenés donc à modifier le règlement intérieur pour se calquer donc sur ce qui est réellement fait, sachant que la commune, je le répète pour ceux qui nous écoutent, depuis 1 an et demi a fait le choix de transmettre, de filmer les conseils municipaux et de les laisser disponibles à tout le monde pour qu'ils soient suivis et qu'on puisse aussi offrir à tout le monde les explications qui sont données dans cette assemblée. Toutefois, il y a une modification de la loi qui va bientôt rentrer en vigueur, donc l'année prochaine, qui nous amènera de toute manière à revoir ce dit règlement intérieur sur cette question précise, ce qui donnera lieu de toute manière à une commission pour en discuter et pour mettre en place la nouvelle réglementation qui va nous être imposée de toute manière. Voilà. Avez-vous des questions? Vous pouvez nous dire en quoi consiste la modification pour que le public sache de quoi il s'agit? Alors la modification part sur l'article 26 du règlement intérieur qui précise donc que les séances du conseil municipal sont publiques, elles sont enregistrées sous forme audio et ou vidéo, et cet enregistrement est accessible sur le site internet de la ville ou consultable sur demande auprès du secrétariat général. Le précédent règlement ainsi que l'antépénultième que nous avions changé lors du conseil municipal, le deuxième conseil municipal de cette mandature, nous obligeait à faire appel au service d'une société qui nous coûtait presque 10 000 € par an pour mettre en forme le verbatim des conseils municipaux et de ce qui s'y passe, ce qui est un prix absolument exorbitant. Et donc nous avons fait le choix de filmer ces conseils et de les rendre disponibles sur Internet. Et bien sûr, ils sont disponibles en mairie sur demande pour les personnes qui n'auraient pas accès à leur domicile ou qui ne sauraient pas faire en mairie. Voilà. Oui, Mme Sauteur. Oui, alors ce que je vous laisse, c'est faire remarquer qu'en 2014, étaient déjà présents en conseil municipal Yves Revel, Thierry Doléan, Marie-Josée Rossi-Jaouen et Philippe Lecoustour. Et donc, Thierry Doléan avait demandé à ce que l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal soit l'objet d'un groupe de travail. Et donc, effectivement, tous les groupes de travail, les différentes équipes avaient ensemble participé à l'élaboration de ce règlement intérieur. Donc, lors de votre mandature, pour la rédaction du règlement intérieur, vous avez expliqué, quand vous l'avez présenté, que ça avait été fait dans l'urgence parce que vous aviez un problème de délai, ce qu'on pouvait comprendre. Donc, vous n'avez pas eu le temps de solliciter les autres groupes. Il y a eu plusieurs groupes de travail en interne, vous avez-vous expliqué, mais vous n'aviez pas eu le temps de solliciter les autres groupes.
aujourd'hui, je ne vois pas ce qui empêchait la mise en place d'un groupe de travail très simple pour travailler autour de l'élaboration de ce règlement intérieur. Donc je constate quand même que, et c'est bien dommage, une fois élu, vous avez une attitude différente de celle que vous aviez quand vous étiez dans l'opposition. Donc ça c'est un premier point. Donc effectivement c'est bien dommage parce que dans quelque temps on va avoir à revoir, puisque la loi va avoir changé donc le règlement intérieur, et les procès-verbaux qu'aujourd'hui vous supprimez seront au contraire favorisés au détriment des comptes rendus qui vont disparaître. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'anticipez pas dans ce sens-là. D'autant que ça ne résout pas le problème des procès-verbaux qui n'ont pas été faits depuis septembre 2020, puisqu'ils vont être de toute façon à produire. Donc voilà, pour quelques mois, on va supprimer les procès-verbaux qui sont un document de travail et de porter à connaissance, en fait, c'est surtout ça l'important. C'est un document de porter à connaissance aux Bénois du travail des élus en conseil municipal, et donc même qui reflète l'ensemble de leurs engagements, de leurs débats, au sens noble du terme, et c'est bien dommage. Et d'autre part, donc ça c'est une notion qu'on n'avait pas abordée jusqu'à présent, d'après les chiffres de l'INSEE, il y a un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur. Il y a un Français sur 4 qui ne sait pas s'informer sur Internet. Donc ça veut dire que ces personnes-là, vous allez les exclure de l'accès au débat du conseil municipal. Alors, aller en mairie, franchement, je crois que là, c'est pas raisonnable de penser que toute personne qui n'a pas accès à Internet... il n'est pas raisonnable de penser qu'une personne qui n'a pas accès à Internet, elle va venir en mairie pour s'installer dans une salle et écouter des heures durant l'enregistrement des conseils municipaux. En temps, ça représente environ 2 heures, on va dire, par conseil municipal, donc 2 x 8, 16, allez, 16 heures par an. Au bout de 2 ans, ça va en faire 36, etc. 32, pardon, etc. Donc c'est énorme. Et comment voulez-vous que même les Bénois qui ont accès à Internet aient envie, au bout de 3 ans, d'écouter des dizaines d'heures d'enregistrement pour savoir ce qui a été dit à quel moment? Alors qu'un document écrit, ça permet au contraire de lire en diagonale et de savoir ce qui a été dit. Je rappelle aussi que quand on a le compte-rendu qui permet d'avoir l'ordre du jour, on va dire, il suffit de... On n'a pas les questions orales. Donc, qui pourtant sont le reflet de préoccupations des Bénois. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour savoir ce qui s'est dit dans un conseil municipal, on est obligé de tout écouter. Et ce sont des dizaines d'heures, à terme, des dizaines d'heures d'enregistrement. Donc c'est un frein à l'accès au débat. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et je ne comprends pas qu'une équipe municipale ne tienne pas compte de cette difficulté d'accès de certains, pour certains, à l'outil Internet. Je rappelle que ça a un nom. Ça s'appelle l'électronisme. Et c'est un vrai sujet que des associations prennent en charge. Enfin, il y a des milliards, enfin au moins 1 milliard d'euros qui a été débloqué par le gouvernement pour prendre en charge ce problème, qui est un vrai problème parce que c'est associé à la fracture sociale. Donc c'est dommage d'un côté de soutenir les Restos du Cœur, de soutenir le Téléthon, et de l'autre d'acter et même de favoriser une fracture sociale. Voilà. Alors, merci pour vos questions. Alors, je ne voudrais pas qu'on mélange tout, donc je vais essayer de répondre à tout ce que vous avez dit. Sur l'opportunité de la délibération, il s'agit, suite d'ailleurs à des remarques de votre part, que nous avons pris en compte, sachez que nous vous écoutons, voilà, remettre ce règlement intérieur en forme par rapport à ce que nous faisons pour que ce que nous faisons soit d'ailleurs totalement légal. Concernant la position qui a été prise par les élus de l'ancienne mandature, qui sont aujourd'hui dans la majorité, l'objectif de cette histoire-là, c'est pas de retirer la parole, enfin, retirer les procès-verbaux et ce qui se passe en conseil des habitants. Justement, au contraire,
Les habitants, avant, ils lisaient pas forcément les procès-verbaux, Madame Sauter, et ils n'étaient pas forcément au conseil municipal. Moi, ce que je vois aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à filmer les conseils municipaux, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui les suivent sur Internet, et je vais vous répondre sur la fracture numérique qui se passe dans notre pays. Quand je dis que, de toute manière, ces vidéos sont disponibles pour les habitants, elles sont disponibles en mairie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer pour les avoir. J'ai bien noté que vous nous avez dit que les habitants ne se déplacent pas forcément en mairie quand ils n'ont pas accès aux moyens de communication, etc. Cela dit, les procès-verbaux, comment est-ce qu'on faisait pour les avoir? On se déplaçait en mairie ou bien on les téléchargeait sur Internet. Et donc, dans ce que vous dites, je ne vois pas le point là-dessus. On a des documents, enfin, on a les enregistrements qui sont disponibles en mairie sur demande par notre secrétaire général, qui sera d'ailleurs très heureux de le mettre à disposition des habitants, autant qu'ils étaient heureux de le faire pour les procès-verbaux qui étaient écrits. Donc là-dessus, on n'est pas dans une démarche qui retire aux habitants le savoir et ce qui se fait au sein du conseil municipal. On est toujours dans la continuité de donner à tous les habitants, quels qu'ils soient, et quels que soient leurs moyens ou leur capacité à accéder aux moyens de communication actuels, le conseil municipal et ce qui s'y passe. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant déjà de suivre un conseil municipal en vidéo pour vraiment sentir la teneur des débats et vraiment ce qui s'y dit, plutôt que de lire des comptes rendus. D'autant plus que je prends plutôt mal la remarque à propos de l'éloignement que nous ferions ou que nous créerions entre les Bénois et le conseil municipal, sachant que depuis le début de notre mandature, nous mettons des moyens en œuvre qui soient des moyens financiers et des agents sur le coup, pour qu'on puisse informer tous les mois, dans toutes les boîtes aux lettres, tous les habitants sur des thématiques de la municipalité, et dont des Benactu et des lettres d'information. Et donc je n'accepte pas votre remarque par rapport à ce que nous ferions de l'information municipale envers les habitants. Sur le dernier point, qui est pour moi un des plus importants, sur la consultation de l'opposition. Le premier règlement intérieur que nous avons édité, à cause du Covid, c'est un peu facile comme excuse, mais pour le coup, nous étions en plein dedans, nous a retardé les délais de confection du règlement intérieur. J'ai, dans mon exposé, précisé qu'une commission aurait lieu à propos de ça, justement, pour parler de la future loi et de comment nous allons mettre dans le règlement intérieur. Et comme pour les précédentes commissions, nous vous inviterons évidemment pour en discuter et pour que chacun puisse apporter sa bille et sa pierre à l'édifice. Et donc j'aimerais bien juste qu'on puisse rester sur le fond et pas éviter de sortir des choses d'il y a quelques années en les détournant, parce que non, nous ne retirons pas la parole et l'information aux Bénois, et non, nous ne vous séparons pas de la décision et de la confection de ce genre de délibération qui amène à une modification du règlement intérieur qui implique autant l'information des Bénois que le rôle de l'opposition au conseil municipal. Alors, en ce qui concerne l'accès à l'information et la possibilité pour les Bénois qui n'ont pas Internet ou accès à Internet de venir visionner en mairie les conseils municipaux, je maintiens que c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément tout le monde et qui n'est pas confortable, alors qu'avoir un document qu'on prend et qu'on vient lire chez soi, ça c'est effectivement accessible à tout le monde. Je maintiens ce que j'ai dit lors d'un conseil précédent. Là, l'enregistrement et en vidéo des conseils municipaux, c'est un plus. Par contre, ça ne vient pas se substituer à l'intérêt des procès-verbaux. Donc ça, je le maintiens. Bon, que ça ne vous convienne pas, je le regrette, mais voilà, j'en prends acte. Et en ce qui concerne l'esprit dans lequel est traitée quand même la minorité, je tiens à faire remarquer que vous avez, malgré le peu de temps dont vous disposiez, introduit dans le conseil municipal, enfin dans le règlement intérieur du conseil municipal, des notions comme un temps de 30 minutes consacré aux questions orales, qui a été heureusement, grâce à l'action de mes confrères, abandonné. Vous avez également introduit la notion de les questions orales qui ne donnent pas lieu à des débats. Ça n'est pas respecté, j'en suis heureuse, mais c'est vous qui avez introduit ces notions qui n'existaient pas dans le règlement intérieur du conseil municipal précédent. Voilà, donc il y a des faits. Ensuite, vous pourrez dire effectivement tout ce que vous pouvez, mais il y a des faits, il y a des écrits, et voilà. Et donc, en tout cas, nous attendons les comptes rendus, enfin les procès-verbaux des conseils municipaux qui se sont tenus depuis septembre 2020. Voilà. Alors,
Par rapport aux nouvelles dispositions du règlement intérieur, je vais éviter de vous laisser propager l'information comme quoi nous couperions la parole de l'opposition et qu'on éviterait tout débat. Le fait de réglementer les questions diverses en fin de conseil municipal et d'avoir, la règle du jeu en fait dans le règlement intérieur, ça a aussi pour vocation à rendre nos conseils municipaux comestibles pour tout le monde. Et que j'ai mémoire de conseils municipaux sur la précédente mandature auxquels j'ai assisté pour certains, qui duraient des heures et des heures avec des débats absolument inaudibles à la fin. Et l'objectif de ces dispositions sont aussi de rendre les débats en conseils municipaux plus audibles et que l'auditeur, donc le Bénois, puisse un peu suivre nos débats. Parce qu'à un moment, si jamais le conseil municipal c'est une foire, on débat de tout et de rien dans tous les sens, à un moment c'est pas non plus l'objectif. Donc pour le coup, je ne pense pas qu'apporter un peu de structure à nos débats et à la conduite de nos discussions soit un souci. Alors, en ce qui concerne la longueur des conseils municipaux précédents, vous vouliez parler, pardon, excusez-moi. Bon, en ce qui concerne, pour mettre le mot de la fin quand même, en ce qui concerne qu'auparavant, il y avait toujours sur le site internet, il y avait les verbatim, et on n'a pas changé grand-chose, puisque actuellement, vous avez l'intégralité et aussi l'ambiance des conseils municipaux qui sont dans les vidéos. Bon, on va passer au vote. Alors. Donc, effectivement, on constate que l'opposition a tout le droit de s'exprimer. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. C'est un exemple. Excusez-moi, là, vous êtes en train de faire passer l'information comme quoi vous n'auriez pas le droit de vous exprimer. Ça fait un quart d'heure que je réponds soigneusement à vos questions. Donc, on passe au vote pour donner un peu de structure. Il ne faut pas que les conseils municipaux durent des heures. Mais je n'ai pas vous laisser dire que là, vous n'avez pas pu vous exprimer. Merci. Bon, on passe parce au que vote. j'avais raison sur la longueur des conseils municipaux précédents. On ne va pas recommencer comme la précédente période. Alors, voilà, on passe au vote. C'est d'accord. Qui vote contre? Ok. Qui s'abstient? Très bien. Et qui vote pour? On y va. Quand même. Oui, c'est bon. Bien, on passe au suivant. Service Finance, convention d'attribution de subventions au titre du Fonds de transformation numérique des territoires pour les collectivités territoriales. Monsieur Thierry Deléan. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais vous affranchir de la lecture de l'intégralité de l'exposé des motifs pour vous expliquer la démarche. Depuis maintenant une dizaine de mois, nous travaillons avec les services pour deux choses. Réfléchir à l'opportunité et la capacité à la municipalité de mettre en œuvre des outils qui permettraient aux administrés de faire des démarches en ligne, sans évidemment exclure le fait qu'on puisse faire des démarches en mairie. C'est rajouter un service supplémentaire. Il se trouve que les familles qui ont des enfants en périscolaire et dans les écoles connaissent bien cette application. Nous avons un outil qui s'appelle Concerto, Arpège, qui permet aux familles d'inscrire leurs enfants aux activités périscolaires et scolaires. Et depuis l'été dernier, ça a été élargi à l'école de musique. Ce logiciel a été mis en place sous l'ancienne mandature et il y a la possibilité aujourd'hui d'élargir le type de service de démarche en ligne dans cet outil qui s'appelle e-citoyen. Ce qui a conduit à deux réflexions avec les services, c'était de comment élargir tous les services. Et on a décidé, avec les services, de mettre en place un service technique dédié, donc de 2 personnes aujourd'hui, qui vont travailler, qui travaillent déjà sur ces aspects, pour former l'intégralité des agents et identifier les premières démarches que l'on pourra mettre facilement en ligne et disponibles pour nos concitoyens. Le deuxième élément, c'est de transformer doucement l'accueil physique en mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un administré arrive, il va s'adresser principalement à l'accueil s'il n'a pas de rendez-vous, et il va être dirigé dans le service pour les démarches qu'il a à entreprendre, ou pour collecter une information qui, pour certaines, pourrait être très simple à être donnée par le service de l'accueil. Et c'est cette transformation-là, à travers l'outil qu'on voudrait permettre, c'est que le service d'accueil ait accès à certaines informations simples qui ne demandent pas une expertise métier approfondie pour enseigner rapidement les administrés.
La délibération en soi, là, propose de souscrire à une subvention de l'État qui va nous permettre d'acquérir les briques logicielles supplémentaires pour élargir le service d'accès aux démarches en ligne sur l'espace e-citoyen. Voilà, si vous avez des questions complémentaires. Le montant de la subvention est en pourcentage de quelle hauteur? Vous avez Alors une idée? c'est une subvention qui est forfaitaire par rapport au périmètre, au périmètre qui a été identifié pour l'instant, donc ça va essentiellement couvrir le coût des licences. C'est-à-dire? Par exemple, c'est donc la subvention, hein, c'est 8 990 €. Et par exemple, aujourd'hui, on va, dans le paragraphe précédent, ça va nous permettre d'élargir les briques pour faire toutes les démarches autour des crèches, de la voirie, de la culture, pouvoir aussi acheter les connecteurs qui vont permettre de lier France Connect, qui est un service de l'État dématérialisé, avec l'outil de la municipalité. Et vous avez une idée du nombre de licences qu'on va demander, justement? Pour l'instant, c'est une licence unique qui est liée au logiciel, qui n'est pas liée à l'utilisation d'utilisateurs. C'est une licence unique qui permet de bâtir des ponts et des connecteurs avec d'autres solutions numériques. Mais si c'est unique et forfaitaire, vous devez avoir un montant à nous donner? Mais il est dans la délibération, c'est 8 990 €. Ça, c'est le montant total du projet. Mais moi, je vous demande le montant de la subvention. Ah, pardon. Écoutez, en fait, c'est dans la convention derrière. Alors, le pourcentage, excusez-moi, je ne l'ai pas en tête. J'ai pas tout en tête. Écoutez, en fait, c'est un dispositif d'État. Il y a un pourcentage. Je ne l'ai pas, là, je ne le trouve pas rapidement. On va vous l'envoyer, puis on va le préciser. De mémoire, ça fait 70, mais je voudrais la confirmation pour pas raconter des erreurs. Donc, les services derrière me le confirment, ont vérifié, c'est 70% du montant du projet. Je vous laisse le soin de faire le calcul sur les 8 990 €. Bon, par ailleurs, autour de la dématérialisation, on va avoir aussi des enjeux légaux, puisque on a, par exemple, une obligation qui va arriver, c'est que lorsqu'un administré donne une pièce à un service de l'État, quelle qu'elle soit, il est en droit de ne pas la communiquer une deuxième fois. Donc on va avoir obligation pendant toute l'année 2022 à connecter en fait nos services informatiques sur ces sujets-là avec les services de l'État également. Là, le projet est en cours de finalisation pour définir le périmètre et le calendrier. Je pense que début d'année, on en fera une présentation au conseil municipal pour donner à voir vraiment les grandes lignes et la mise en œuvre du projet au global. Avez-vous d'autres questions? Bien, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, ben, je laisse toujours la parole à monsieur Thierry Doléan. Autorisation d'engager. Oui, en fait, c'est comme tous les ans, vous savez, le budget de la municipalité est voté encore au mois d'avril. Malgré tout, il est parfois nécessaire d'engager des dépenses, notamment en investissement. Et le Code de collectivité territoriale nous autorise à engager un certain pourcentage des sommes précédentes. Aussi sur le budget général d'investissement, on ouvre des enveloppes budgétaires qui ne seront pas forcément consommées. C'est vraiment du au cas où, en fonction de ce qui va se passer en début d'année. Donc, on positionne 25 000 € sur l'acquisition de matériel informatique ou de bureau, parce que dans le cadre notamment du projet que j'ai évoqué juste avant, il va y avoir des débuts d'investissement à faire sur cette ligne-là. On ouvre la possibilité d'engager 150 000 € sur les voiries et les espaces verts.
on va arriver en période d'hiver si on a des urgences sur ces sujets-là. On a augmenté un peu l'enveloppe par rapport à avant, parce qu'on a aussi des difficultés sur les réseaux, comme vous avez pu le constater, sur les réseaux électriques pour l'éclairage public qui nécessitent aussi des interventions sur les voiries. On ouvre également la possibilité d'engager 300 000 euros. Alors ça va nous permettre de lancer les études, donc la phase 1 du projet de rénovation de la Barbacane, et puis 80 000 euros sur les réseaux, qui là concernent aussi l'éclairage public, mais sur des travaux d'intervention rapide sur des armoires ou sur du câble. Ou des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Même principe de délibération pour la suivante, qui concerne cette fois le budget d'assainissement, où on positionne 30 000 euros, enfin on se donne la possibilité, si nécessaire, d'engager 30 000 euros pour du remplacement de matériel sur des réseaux, donc d'assainissement en cas d'urgence, et 50 000 euros pour de la rénovation, pareil en cas d'urgence, si on a des problèmes sur la station d'épuration ou d'autres pompes de relevage, etc. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On continue avec les biens immobiliers meublés. Non. Je peux faire le bien immobilier meublé si vous le souhaitez maintenant. Il y en avait une autre avant, mais je vais mettre... voilà, c'est pas grave. La délibération suivante, c'est une demande de la trésorerie de Montfort-l'Amaury qui nous a informé qu'il y avait eu un trop perçu sur la taxe d'habitation d'un logement vacant par le contribuable, qui a été lui remboursé par la trésorerie, et la trésorerie nous demande de faire la régularisation dans nos comptes sur cette somme qui représente 1 114 euros. Donc on vous propose d'inscrire au chapitre 11 en dépenses 1 114 euros, et en recettes, pareil, 1 114 euros, sur le chapitre 14. Des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, alors allons-y pour les biens immobiliers meublés. Alors, là, on vous propose sur le bien immobilier meublé une décision modificative du budget qui a été voté en 2021, pour plusieurs raisons. Donc, pour 2021, nous avions volontairement contraint, du fait de la crise sanitaire, certaines dépenses et certaines recettes, notamment sur le fonctionnement de la salle Flaubert, donc qui a réouvert, qui a repris, il y a eu des locations, donc de la consommation de fluide, notamment électricité, et puis on a eu des recettes aussi supplémentaires du fait de la location. Donc on vous propose dans un premier temps d'inscrire au chapitre 11 3 000 euros en dépenses pour tous les fluides, donc les compléments de frais d'électricité, et 3 000 euros en recettes qui correspond à la location et à la location du bâtiment, pardon. Ensuite, dans les dépenses d'investissement, on vous propose d'inscrire 300 000 euros en dépenses d'investissement et en recettes. Ces 300 000 euros va alimenter le projet de la salle des fêtes. Pour mémoire, la salle des fêtes a eu une enveloppe allouée par le GRT Gaz, par Storengy, de 1 900 000 euros. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais il y a eu différents projets sous l'ancienne mandature qui ont consommé cette enveloppe sur des frais d'études, sur des frais d'architecte, etc. Et puis tout le retard conduit à ce que les travaux ont commencé. D'ailleurs, vous avez pu voir les travaux qui ont démarré dans une période où les promoteurs nous ont indiqué qu'il y avait des surcoûts sur les matériaux notamment, qui sont estimés à 300 000 euros. Et c'est pour ça qu'on les inscrit. Donc on inscrit en dépenses pour financer l'intégralité du projet qui a été dans le marché. Et on propose d'inscrire 300 000 euros en recettes sur un emprunt d'équilibre. À l'issue des travaux et lorsqu'il y aura la réception, des factures et la réception des travaux, on verra où on en est. Mais il nous a paru plus prudent
d'inscrire ces sommes dès cette année, puisque lorsque les travaux démarrent, les travaux physiques démarrent, il faut que l'intégralité de la somme du marché soit inscrite au budget. Avez-vous des questions? Madame Sauteur? J'ai une question au sujet de la salle Fleubert. J'avais demandé, j'ai pas pu assister à la commission finance, donc je m'en suis excusée, mais j'avais demandé quelles étaient les recettes de location de la salle Fleubert pour 2021. Ce sont des 3 000 € ou il y a plus? Ah non, il y a plus. Vous n'avez pas reçu l'information Ah non, j'ai pas eu de réponse à mon mail, non. Ouais, je ne l'ai pas en tête, hein, forcément, mais je le note et on va vous l'envoyer. Oui, on va vous l'envoyer. Enfin, oui, vous les verrez évidemment dans les comptes administratifs, mais on les verra avant. D'autres questions? Oui, Madame Meillet. Juste une précision, dans la délibération précédente, les 300 000 € qui avaient été budgétisés, vous aviez bien dit que c'était pour la rénovation de la Barbacane. Oui, c'est Oui, pour c'est démarrer bien ça. les études. Démarrer les Voilà, études. c'est juste un sur peu. la rénovation de la D'accord, Barbacane. merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Une abstention, Madame Sauteur, pardon. Ok. Bon, je précise, hein, c'est pour la salle Fleubert. Je pense pas que c'était une bonne idée de faire 160 000 € de travaux pour la réouvrir. Donc voilà, c'est tout. Oui, c'était l'eau, tu sais, demandée par les pompiers. 160 000 € pour la citerne. C'était là, oui, la Voilà, citerne pour de les réserve pays. d'eau. Voilà. Ouais. En toute transparence, c'est la même remarque que nous avions fait aux services de l'État qui nous ont imposé ces travaux. Bon, dénomination de la salle des fêtes, je passe la parole à Monsieur Félicien Margaritas. Donc, dernière fois que nous avons à parler de ce sujet en conseil municipal, en tout cas sur le nom de la salle des fêtes, pour entériner le vote des Bénois qui a eu lieu les 8, 9 et 10 octobre dernier par rapport au futur nom de la salle des fêtes. Donc, l'exposé de la délibération reprend les résultats de la votation qui a eu lieu dans nos commerces. Je vais rappeler le résultat rapidement. Simone Veil, 176 votes. Gisèle Halimi, 41. Val-de-Mauldre, 192. Le Coteau, 36. Le Trait d'Union, 44. Et l'Escapade, 313 votes. Donc sur un total de 802 votes, l'Escapade est sortie du lot, si on peut dire. Et donc nous avons pu envoyer à la... Comment dire à l'architecte les éléments pour qu'il puisse commander la confection du mur qui va porter le nom de la future salle des fêtes. Donc voilà, la présente délibération propose tout simplement la validation du résultat qui a été celui du vote des Bénois. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Oui, Madame Meillet. Je suis désolée de revenir dessus, Monsieur Margaritas. Nous avons eu une longue discussion là-dessus. J'insiste, pour la population, l'équipe municipale représente souvent le conseil municipal. Tous les élus n'ayant pas été contactés, j'aurais souhaité qu'on mette équipe majoritaire plutôt que municipale. Alors, j'ai bien reçu votre remarque de la dernière fois, et ce à quoi je vous ai répondu, mais je réponds ici pour que tout le monde en soit informé, sur le fait que la communication municipale fait, quand on utilise le mot équipe municipale dans tous nos documents de communication, ça veut dire voilà, l'équipe majoritaire, le groupe majoritaire. Donc voilà, c'est comme ça dans tous les Benactu et toutes les tribunes que nous écrivons. C'est votre perception. Voilà. Les gens ne le perçoivent pas de cette façon. Donc je comprends votre remarque, mais voilà. Donc voilà. je veux être très transparente et je voudrais qu'on travaille en transparence. Bien Donc sûr. c'est pour cette raison que je vous ai fait la remarque. Et c'est pour ça que je vous donne la réponse sur la lecture que nous faisons de ce mot, mais bien Ouais. sûr, on s'est expliqué de toute manière sur cette question. D'autres questions? Non, on peut passer au vote. Qui vote pour? Désolé. Bon. Qui s'abstient? Ah oui, monsieur Dos Santos doit voter pour, je pense. D'accord. Ok, très bien. Donc, Madame Je m'abstiens. m'abstient. Pour pas voter contre, je m'abstiens par respect pour les Bénois qui sont investis dans cette démarche, mais sur la forme, vraiment, voilà.
Ok, très bien. Donc, je passe. Merci. Je passe la parole à Madame Céline Morin concernant l'organisation du séjour d'hiver 2022 à Saint-Jean-d'Arve. François, vous. C'est ça. Donc c'est dans le cadre de son engagement dans les actions extrascolaires, la ville procède également à l'organisation de séjours de vacances pour proposer une vie de groupe dans des structures adaptées. Il est proposé d'organiser au mois de février 2022 un séjour neige et montagne destiné aux enfants âgés de 8 ans révolus à 11 ans, donc scolarisés en élémentaire, et de jeunes de 11 à 17 ans pour le service jeunesse, enfance et périscolaire. Il est constaté que les activités proposées aux deux groupes d'âge ne sont pas identiques en raison de la différence d'intérêt du public concerné et ont donc un coût par enfant différent. Aussi, il est proposé d'établir une grille de quotient familial composée d'un tarif propre à chaque groupe d'âge et d'une répartition de l'ordre de 37% pour le quotient le plus faible et de l'ordre de 70% pour le quotient le plus élevé, le tarif extérieur représentant 100% du coût réel à la charge des familles qui résident hors de Benne. Ce séjour d'hiver se déroulerait selon les modalités décrites en annexe du présent exposé. Considérant l'intérêt pédagogique de ce projet pour les enfants bénnois, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents inhérents à la bonne organisation de ce séjour d'hiver, neige et montagne. Donc ce séjour aura lieu la première semaine des vacances scolaires du 18 février au 26 février. Si tout va bien. Avez-vous des questions? Oui, Madame Béguet. Est-ce qu'on a une bonne assurance au cas où les conditions sanitaires changeraient? Il coûte 590 €. Ouais. Oui. Ok. D'autres questions? Non, bon, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je repasse la parole à Monsieur Thierry Deléan concernant la demande de dérogation de l'organisation du temps scolaire à 4 jours. Merci Monsieur le maire. Donc il y a 4 ans, la municipalité a reconduit la décision d'organiser le temps scolaire sur 4 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Suite, vous vous rappelez sûrement la mise en place des TAP, les temps d'activité périscolaire, pardon. Donc c'est une... Pardon? Oui, après ça a changé de nom, enfin, il y a eu toute une succession, il y a eu après le temps d'activité périscolaire, etc. Toujours est-il que ce n'est que par dérogation et par arrêté du maire que cela a été rendu possible, et c'est une convention et un arrêté qui doit être passé avec l'éducation nationale tous les 3 ans. Nous aurions dû le faire l'année dernière, mais suite à la crise sanitaire, ça a été reporté d'1 an, et nous avons reçu le 31 août 2021 la notification de l'inspection académique qui nous demandait d'inscrire à l'ordre du jour des conseils d'école le fait d'entériner à nouveau les 4 jours, enfin l'organisation du temps scolaire sur 4 jours, chose qui a été faite dans tous les conseils d'école du mois de novembre. Et donc cette délibération vous propose le maintien. Mais non, mais je vois pas de... Ah si, pardon, j'avais perdu l'article en fait. Donc vous propose d'entériner la décision d'organiser le temps scolaire tel que décrit dans le tableau, donc rien ne change en fait jusqu'à présent. Et nous nous donnons rendez-vous dans 3 ans pour le renouvellement de cet arrêté. Des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Alors avant de passer aux décisions du maire, vous avez eu sur votre table un vœu pour une amélioration de la grille de desserte de la ligne N du Transilien dans les Yvelines. Mais avant de vous la proposer, il faut que vous en soyez d'accord, donc il faut que nous passions un vote à l'unanimité. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'on vote? Déjà, donc je vous pose la question, êtes-vous d'accord pour que l'on passe ces vœux à ce conseil ce soir? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà. Voilà, je te laisse la parole.
Merci, monsieur le maire. Je sais pas. Alors, un petit élément de contexte, Oui. en fait. L'été dernier, Île-de-France Mobilité ainsi que la SNCF a revu l'organisation des dessertes de train, notamment de la ligne N. Il y a quelques semaines, quelques jours en fait, les nouvelles grilles ont été communiquées et toutes les communes concernées ont commencé à discuter entre elles et à formaliser en fait une position un peu commune qui est de demander à la SNCF et à Île-de-France Mobilité de revoir cette grille tarifaire qui va tendre à baisser les fréquences et à baisser les plages horaires. Ce qui est un peu, de notre point de vue, inacceptable, notamment pour nos territoires, qui sont déjà aujourd'hui assez mal desservis. Et donc ce vœu a déjà été présenté dans quelques municipalités, notamment Saint-Cyr, avec qui nous étions en contact encore hier ou vendredi. Ouais, c'est hier. Et l'idée donc c'est de diffuser ce vœu sur toutes les communes et de faire pression comme on peut auprès d'Île-de-France Mobilité, de la SNCF, pour revoir ces grilles paritaires et sur ces grilles de transport, et surtout d'y associer les communes concernées. Alors vu que, en toute transparence, le vœu nous l'avons rédigé aujourd'hui en concertation avec les autres communes, c'est pour ça qu'il vous est proposé comme ça au dernier moment. Et comme il a été écrit récemment, je vous propose de le lire pour que tout le monde en soit informé. Et tout l'exposé, c'est le vœu en soi. Donc depuis le 22 août 2021, les habitants des Yvelines peuvent constater une forte dégradation de leurs conditions de parcours sur le réseau de transport en commun en direction de Rambouillet, Plaisir-Guignon et Mantes-la-Jolie. Cet allongement des trajets et la division par 2 de la fréquence des trains le week-end sont lourdes de conséquences pour la qualité de vie de nos concitoyens et déprécient fortement l'attrait de nos réseaux de transport, encourageant nos habitants à reprendre leur voiture. Les décisions qui ont conduit à cette situation ont été prises par Île-de-France Mobilité et la SNCF sans concertation avec les élus et les voyageurs. Elles se traduisent par exemple par un allongement du temps de parcours, sans compter les problèmes de correspondance en gare ou avec les autres modes de transport que ces changements ne manquent pas d'occasionner. Les communes de Sud-Yvelines subissent en outre un enclavement par rapport au reste du département du fait de la dégradation des fréquences. L'argument de la baisse de fréquentation liée à la crise sanitaire avancée par Île-de-France Mobilité et la SNCF est balayé par l'allègement progressif des mesures sanitaires et le retour au travail en présentiel qui se profile pour des millions de salariés. Je vais juste faire une parenthèse, vous l'avez constaté, depuis quelques mois, la circulation automobile en fait s'est fortement dégradée sur nos territoires, notamment en direction de Plaisir, Versailles et Paris. Déjà, on en souffrait beaucoup, mais là, ça s'est empiré. Depuis le cadencement de 2008, les évolutions de dessert de la ligne N du Transilien ont systématiquement conduit à une dégradation de l'attractivité de la desserte des gares yvelinoises aux heures creuses et le week-end. Dans sa gestion, la ligne N du Transilien constitue d'ailleurs une exception en tant que telle en comparaison des autres lignes qui offrent toutes une desserte semi-directe à tous les services dont le terminus se situe en zone 5. On n'a pas de semi-direct. Or, la part modale des transports en commun dans les Yvelines est déjà très faible, 32% en comparaison de la voiture, 55,6%. Une part non négligeable des déplacements en heure creuse s'effectue en voiture parce que l'offre de transport en commun est perçue comme étant trop faible ou trop peu attractive comparativement à l'heure de pointe. Alors que la ligne N reçoit un nouveau matériel roulant, il apparaît évident qu'un nouveau projet de grille de desserte verra le jour. Nous souhaitons donc que cette refonte soit l'occasion d'une amélioration du service rendu. C'est pourquoi il vous est proposé donc d'attirer l'attention d'Île-de-France Mobilité et de la SNCF à travers ce vœu sur le rejet de la ville de Bène de toute modification de la grille de desserte de la ligne N du Transilien qui se traduirait par une dégradation des temps de parcours et des fréquences pour les Bénois, et la nécessité d'une refonte totale de la grille de desserte de la ligne N avec de meilleurs temps de parcours entre les Yvelines et Paris afin d'offrir une alternative sérieuse à la voiture individuelle sur les déplacements hors et pendant les heures de pointe. Il y a une coquille par rapport à l'exposé puisque dans les délibérations, le texte précis, c'est mettre en œuvre une refonte de la grille de desserte de la ligne N du Transilien en concertation avec les élus locaux.
afin de garantir de meilleurs temps de parcours, etc. Et donc ce vœu sera communiqué aux communes yvelinoises desservies par la ligne N, à la présidente de la région Île-de-France, à Île-de-France Mobilité, au président du conseil départemental des Yvelines, au président de la SNCF, à la directrice générale de la SNCF du Transilien et au préfet des Yvelines. Et bien évidemment, nous vous encouragerons aussi à prolonger la démarche dans les réseaux que vous connaissez, dans toutes ces instances. Bien, pour compléter l'exposé, je vais vous lire la délibération. Alors, considérant que le renforcement de l'attractivité de la desserte ferroviaire et des temps de parcours entre les Yvelines et Paris, aux heures de pointe comme aux heures creuses, est indispensable pour réaliser les objectifs de réduction de la part modale de la voiture individuelle dans l'Île-de-France. Considérant que par ce vœu, l'Assemblée délibérante souhaite affirmer son opposition à toute modification de la grille de desserte de la ligne N du Transilien qui se traduirait par une dégradation des conditions de transport pour les Bénois et que la refonte de la grille de desserte s'impose pour améliorer les temps de parcours entre les Yvelines et la gare Paris-Montparnasse, et entendu l'exposé de son rapporteur Yves Revel, le maire, demande que Île-de-France Mobilité et la SNCF reviennent sur leur décision de rendre omnibus les trains des branches Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie de la ligne N, de dégrader la fréquence sur la branche de Rambouillet de la ligne N le week-end, mettant en œuvre une refonte de la grille de desserte de la ligne N du Transilien en concertation avec les élus locaux afin de garantir de meilleurs temps de parcours entre les Yvelines et Paris, de rééquilibrer le niveau de service entre petite et grande couronne et d'offrir une alternative sérieuse à la voiture individuelle pendant et en dehors des heures de pointe. Article 2 précise que le présent vœu sera adressé à la présidente de la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité, au président du conseil départemental des Yvelines, au président de la SNCF, à la directrice générale de la SNCF, Transilien et au préfet des Yvelines. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Madame Sauteur. Ah, pardon. Oui. Oui, alors j'ai dû rater quelque chose. Je ne comprends pas la phrase. Reviennent sur leur décision de rendre omnibus les trains des branches Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie. Mais c'est déjà omnibus, non? Oui. Entre Plaisir-Grignon et Versailles. Oui. Entre Plaisir-Grignon et Versailles, il y avait une ligne directe qui partait de Villiers. C'était direct. Mais là, en fait, il est question dans les grilles qui sont présentées que cette alternative disparaisse. Oui. Quelle alternative? De rendre omnibus. Ouais. Que nous n'ayons plus la ligne semi-directe entre Plaisir-Grignon, Versailles et Montparnasse. Paris-Montparnasse. C'est toujours la Il ligne fallait N. changer. Toujours les liens. C'est la ligne N aussi, oui. Ils veulent rendre omnibus. Ben Oui, c'est ça. Ils veulent supprimer. Oui, c'est ça. Les gens de Dreux. Pardon, oui, Madame Béguet. Toutes les villes ont bien adhéré à ce vœu, toutes celles qui sont concernées par la ligne Sur N. la ligne, oui. Absolument toutes. Alors, je n'ai pas toutes les réponses pour l'instant, puisque ça passe dans les conseils municipaux pour les Oui, vœux, hein. et le vœu sera présenté à peu près à quelle période? Ah ben là, dès que... Au plus tôt, hein, dès que c'est voté, dès que c'est transmis pour la légalité, on transmet. Hein. D'autres questions? Oui. Est-ce Oui. qu'il y aura aussi une démarche de la communauté de Cœur d'Yvelines? On pourrait effectivement le proposer, mais on le souhaite, oui. On va le proposer, on va le noter. Et même des autres communautés, parce qu'il y a le pays d'Annette qui est concerné. Oui, on est d'accord. Et je pense que Donc il n'y a que ceux qui sont sur la ligne, hein, parce que les autres, bon. oui, mais il y a la communauté Cœur d'Yvelines, il y a le pays d'Annette. Oui, non, mais d'accord. En fait, ce vœu-là s'inscrit dans un mouvement de fond de plusieurs communes où Monsieur le maire a été mis en contact. Et en fait, nous, parce que notre conseil municipal était ce soir, on a élaboré rapidement avec le verbatim de ce vœu, mais qui va être repris
Alors, d'autres- j'ai par pas, d'autres j'ai pas en communes. tête toutes les communes qui déjà adhèrent à ça, mais c'est assez large, ça va jusqu'à effectivement Oudan. C'est toute la ligne N en fait. Oui. Il y a Oudan et Mantes aussi. Oui, oui, oui. Mantes, donc si il y avait une démarche quand même des EPCI, ça serait quand même, ça aurait plus de poids. Bien sûr, oui. On va leur demander, oui. Oui, ok. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une façon de, ça va à l'encontre des petites villes de demain, que d'enclaver une commune? Ça va globalement à l'encontre de l'attractivité des territoires pour les gens qui n'ont pas de voiture, en fait. Et en fait, avec cette décision de baisser les offres de transport, notamment sur la ligne du Transilien, ça incite les gens à plus utiliser leur voiture. Et on sait combien c'est difficile déjà pendant les heures de pointe sur le territoire. Et ça pourrait encore s'aggraver si on baisse la fréquence des bus. Ça va forcément avoir un impact sur l'attractivité, y compris des trains. Ça va forcément avoir un impact sur l'attractivité, y compris économique, des territoires, sur le développement de la multimodalité autour des gares, puisque je vous rappelle qu'autour des gares, il y a une volonté de développer aussi des lignes de bus, du transport à la demande, etc. Donc si on vide tout de son jus, de son essence, ça risque de s'éteindre. Et c'est d'autant plus incompréhensible aujourd'hui que la SNCF et Île-de-France Mobilité font des investissements sur les quais de gare notamment pour adapter les quais de gare aux nouveaux matériels roulants bombardiers qui ont été acquis par Île-de-France Mobilité. Donc on ne veut pas justement être en réaction, on veut aller tout de suite monter au créneau pour leur dire, ne nous oubliez pas, vous prenez des décisions sur les fréquences de bus, mais consultez aussi les élus de train, pardon. Parce qu'on a un autre sujet sur les bus que ça me prend la tête. Voilà. Donc, prenez en compte les territoires, consultez les élus, consultez également les associations de voyageurs qui vivent au quotidien les transports en commun et les lignes de train, et ne prenez pas vos décisions juste sur des lignes de comptabilité, de taux de fréquentation et de rentabilité des lignes, quoi. En plus, sur une année, à l'issue d'une année qui a été fortement impactée par la crise sanitaire. Madame Rossi-Jaouen. Est-ce qu'on peut transmettre ce vœu au président de la Fédération des usagers des transports en commun? Oh, oui, oui, bien sûr. Là, on a mis les principaux. Après, on peut évidemment le diffuser à d'autres. Et Absolument. par ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il est prévu d'ouvrir à la concurrence les transports. Et, on commence en ce moment par les bus, mais la SNCF est la prochaine étape. C'est ça. Ouais. Donc ça va passer. J'ai déjà commencé. Tout de suite, mais aux députés aussi. Hmm. Vous l'envoyez aux députés. Ah oui, oui, après on peut élargir. Évidemment, on peut En fait, élargir. la diffusion. là, on vous propose le vote de ce vœu et il y aura un courrier officiel de la municipalité de Beynes ainsi que les autres municipalités auprès de toutes les instances identifiées. Mais bien évidemment, faites-vous-en le relais aussi dans vos réseaux. Parce que en fait, ça nous concerne tous, que ce soit des associations aussi environnementales qui luttent pour limiter les effets du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Ça passe aussi par le développement d'une offre de transport en commun qui est à la hauteur. Et c'est pas en réduisant, vous connaissez l'histoire. Donc n'hésitez pas à le diffuser dans vos réseaux. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Oui, Monsieur Coppin. Oui, c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits sur toute la ligne, y compris à Versailles, où ils ont dû, je pense, mettre beaucoup d'argent. C'est pour le Grand Paris vers Massy. Et c'est complètement, je veux dire, par rapport à la situation, où on voit qu'une partie des Yvelines, par contre, vont être très très bien distribuées, avec la nouvelle ligne vers Poissy, par là. Donc on devient des orphelins, là, carrément. C'est comme si on n'existait pas. Donc je pense que ça pourrait même aller jusqu'à demander aux Bénois de porter un avis là-dessus, peut-être, d'une manière ou d'une autre, on va réfléchir. Parce que beaucoup de gens qui pratiquent ce trafic-là ne savent pas du tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Oui, parce et en même temps, on met en place des trains absolument neufs, puisque on a eu des échos, là, ce sont de très beaux trains, très bien aménagés et tout. Et d'un autre côté, on ne va pas permettre aux gens de les fréquenter, donc c'est complètement aberrant.
Et ça, je crois qu'il faut faire une information officielle. Sur Oui, ce oui, site tout à fait, on est d'accord. Auprès des Bénois, Oui, bien par sûr, exemple. auprès des Bénois, bien sûr. Parce que beaucoup de Ça gens, sera fait, oui. vous vous rendez compte qu'en ce moment, quand même, de plaisir à Paris, on met 25 minutes avec les Oui. directs. Vous vous rendez compte, c'est considérable, hein, quand on sait ce qu'est la circulation en Ile-de-France, hein, on sait quelque chose. Ah bah, pour bien ceux sûr. qui C'est évident que c'est quand même la vont à solution. Paris, voire plus loin. Donc C'est- il faut vraiment qu'on fasse une... La solution, c'est effectivement Les Bénois d'utiliser les sont au courant, transports en hein, commun. on Ça, peut c'est pas les plus laisser qu'évident, ignorants de mais. ça, Oui, oui. Tout à fait. Pardon. Très bien. Oui, Je suis sauteur. désolée, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Parce que quand on dit demande que Île-de-France Mobilité et la SNCF reviennent sur leur décision de rendre omnibus les trains des branches. Alors j'enlève c'est de Mantes-la-Jolie de la ligne N, mais il est omnibus ce train. Moi je pense que c'est Dreux à la place de Mantes. Hein. Parce que c'est Dreux qui n'est pas omnibus, mais la ligne de Mantes-la-Jolie, elle est Bon. omnibus. Hein. On va regarder. Alors, la réalité de la Moi je ligne suis de... tout à fait d'accord, mais je Oui. crains Oui, oui, qu'on je dise comprends. pas ce qu'on veut. En fait, la réalité de la ligne de Mantes-la-Jolie jusqu'à Paris-Montparnasse, c'est que selon les horaires, vous avez soit un omnibus complet, donc y compris toutes les gares qui sont entre Paris-Montparnasse Oui. et Versailles. Mais il n'y a pas après de Et, direct. et à d'autres heures, à d'autres horaires, il y a quelques gares qui ne sont pas omnibus entre Versailles et Paris. Ce qui, de fait, si c'est systématique, va augmenter le temps de transport entre Ben. C'est les dernières gares, Sèvres Oui, et, c'est ça. c'est ça. Et en fait, les ajustements sur la Les quatre dernières suppression des semi-directs, elle se fait sur plusieurs créneaux, en fait, y compris entre Saint-Cyr et Paris-Montparnasse, puisque aujourd'hui on avait, on en a parlé tout à l'heure, on avait Plaisir-Grignon, Versailles, Paris-Montparnasse. Sur la ligne de Dreux. Ça va tendre à disparaître également. Ok. C'est la ligne N aussi du Transilien, celle qui va Oui. à Dreux. Oui, Dreux, oui. Et y compris celle qui va à Rambouillet. Donc il y a aussi des suppressions d'omnibus entre Rambouillet, La Verrière, pour ceux qui connaissent, La Verrière, Saint-Quentin, D'accord, c'est les quatre dernières. Saint-Cyr et puis Paris-Montparnasse derrière. Très bien. C'est bon pour les questions? Ok, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Merci. Alors, avant de passer aux questions diverses et autres informations qu'on va vous donner, concernant les décisions du maire, avez-vous des questions? Madame Béguet. La dernière décision, sollicitation d'une subvention au titre du contrat Proximité Plus par le département. Oui. Vous avez demandé effectivement une subvention de 406 944 € pour un coût d'opération de 1,2 million. Vous pouvez repréciser l'opération qui est concernée? Alors, c'était l'opération du CTM qui a été D'accord. reportée. Et pour éviter de perdre cette subvention, on a demandé de transformer sur d'autres opérations concernant la halle du marché pour la toiture, le terrain synthétique, les archives et le restaurant scolaire Victor Burguy. Donc c'est pour éviter de perdre cette subvention parce qu'elle s'arrête en 2022. Oui, d'accord. Voilà. Oui, Alors, Madame Sauter. c'est la décision au sujet de la pose, dépose et maintien en fonctionnement du matériel pour la mise en lumière de la ville de Ben. Je suppose que c'est la décoration, les illuminations pour... C'est quel oui. numéro, pardon? 119. 119, oui. Oui. Donc pour un coût global de 21 000. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que ça va être le sujet d'actualité là sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Donc présenté aux Bénois ce qui est prévu. Alors, donc, comme vous avez pu le constater, on avait eu des critiques l'année dernière, critiques qui étaient fondées, parce qu'on n'avait rien mis dans les quartiers et hameaux. Donc cette année, on a fait cet effort d'essayer de mettre, avec les moyens bien sûr de la commune, d'essayer de mettre des décorations dans chaque quartier et hameau. Il y a eu un loupé, a priori, je vais essayer de voir pourquoi, sur le moque-panier. C'est peut-être dû à un problème technique. Je vais voir demain et je vais voir si on peut rattraper le coup pour mettre des personnages en bois. Sinon, l'idée c'était toujours de garder le centre-ville décoré pour le marché de Noël parce qu'on avait eu un gros succès l'année dernière sur le marché de Noël et je vous en reparlerai après, notamment avec les enfants qui
passez-moi l'expression, en ont pris plein les yeux parce qu'il y avait des décorations, il y avait le Père Noël qui arrivait en calèche. Pas que les enfants. Pardon, pas que les enfants, merci Sylvie. Effectivement, même moi aussi. Mais nous sommes tous de grands enfants de toute façon. Donc oui, l'idée, ça a été de faire ça. On a confié ça à la société Citeos, parce que l'année dernière, je ne nommerai pas la société, mais on avait eu quelques soucis avec la société qui avait fait les travaux l'année dernière. Et voilà, donc on a essayé de placer un petit peu de décoration dans chaque quartier. Ça va être agrémenté maintenant par des personnages en bois. Il y en avait quelques-uns l'année dernière, il y en a maintenant 23 ou 24. C'est des personnages en bois, enfin des reines, des Pères Noël, qui sont fabriqués par le menuisier des services techniques, qui fait un boulot formidable, et qui sont peints par les enfants des centres aérés. Et donc on va les placer, et revernis d'ailleurs par les services techniques après, on va les replacer dans certains, notamment au droit de certaines illuminations, pour donner un petit peu de relief. Et puis, je vous dis, si effectivement à Mauque-Panier, il y a eu un oubli ou si on ne peut pas le faire, on essaiera de placer des personnages là-bas. Voilà. Oui, d'autres questions? C'est bon? Bien, je vais, avant de passer aux questions orales, je voudrais passer la parole à M. Félicien Margaretas. Alors c'est juste un petit ajout par rapport à notre séance du conseil ce soir. Vous avez pu, donc tous les conseillers municipaux ont pu découvrir sur leur table une gourde qui leur a été distribuée à l'effigie de la ville de Beynes. Ça fait suite à une décision que nous avons prise l'année dernière de ne pas reconduire la commande de bouteilles d'eau en plastique qui peuplaient nos tables pendant ces conseils municipaux. Et donc voilà, vous êtes invités à garder, à conserver cette gourde. Il n'y aura plus de bouteilles d'eau. Jusque-là, ça nous fait économiser la dépense financière minime, mais écologique importante de 300 bouteilles par an. Donc petite bouteille d'eau cristalline qui n'était pas forcément le meilleur moyen. Donc voilà. Profitez-en. Bien, on va passer aux questions écrites, les questions proposées par Madame Sylvie Béguier et Monsieur Claude Copin, conseillers municipaux. Alors, première question, fibre aérienne. Est-il prévu que la commune réceptionne les travaux d'installation de la fibre aérienne effectués par Orange dans notre ville ou dans certains quartiers? Ces travaux ont été bâclés, Pissotte, Forêt-de-Beynes, etc. Oui, merci. Alors, merci pour la question. Ça va me permettre de... Oui. Alors, déjà, il n'y a pas de réception de travaux puisque la mairie n'est pas partie prenante dedans, puisque c'est une obligation... c'est une obligation que l'État a passée avec certains opérateurs, et notamment Orange. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est Orange qui intervient sur la commune de Beynes. Je suis en lien avec le responsable chez Orange du déploiement de la fibre sur tout notre territoire pour lui signaler ce genre de sujet. Donc je vous invite à continuer à signaler en mairie, notamment par la boîte mail contact, des endroits où ça n'a toujours pas été fait, puisque nous le consignons dans un cahier à destination d'Orange pour qu'ils puissent intervenir. Mais en l'occurrence, nous ne réceptionnons pas les travaux. Donc on leur a déjà remonté plusieurs points qui ont été identifiés soit par nos services, soit par des gens qui les ont signalés, avec une intervention un peu, pas toujours à la hauteur de ce qu'on attendait, mais on va continuer à mettre la pression auprès d'Orange et auprès du chef de projet de déploiement sur notre commune. Oui, je voulais préciser d'ailleurs que, à titre de comparaison, là justement où ça a été vraiment saboté, on peut dire, je crois que le mot n'est pas trop fort, on se rend compte, et notamment vers la rue de l'Avenir, où d'un côté on est à Sceaux, et de l'autre côté on est à Beynes. D'un côté ça a été fait avec l'appel d'offres du département, comme vous le savez, donc avec comparerez les deux côtés de la rue, où d'un côté vous avez une fibre qui est installée plutôt correctement, et de l'autre côté, qui est le côté de Beynes, c'est une pelote
les câbles touchent pratiquement par terre, enfin on se croirait, je ne sais où, hein, pour pas en dire plus. Donc je pense quand même que, même si officiellement, nous l'avons dit en commission, et pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs, que si officiellement on n'a pas les moyens de réceptionner, je pense qu'on peut sensibiliser les entreprises qui ont fait ce travail-là, parce que franchement, c'est le moitié du monde. Franchement. Enfin, au-delà de sensibiliser, nous, notre interlocuteur, c'est Orange. Que Orange est sous-traité, c'est son problème. Bien évidemment, donc c'est une situation qu'on hérite. Hein. C'est pas nous qui avons choisi Orange, c'est pour que tout le monde soit au clair hein, sur le sujet. Bien évidemment, en étant seul sur ce sujet, donc seule la ville de Benne sur ce sujet avec cet opérateur, on a moins de poids que si c'était porté par une communauté de communes. Donc en fait, on pèse de tout notre poids par rapport à cette problématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a déjà pris des décisions fortes, notamment sur le renouvellement de certains abonnements, mais je m'arrêterai là. Il y a quelque chose qu'il faut investiguer aussi sur ce sujet, c'est sur la rue de Maule, ils ont enfoui des gaines, soi-disant pour passer la fibre, et ils ont passé la fibre en aérien. Donc il y a des gaines sous la route. Ça fait partie d'un des sujets. Ouais, ça fait partie des sujets justement. Et donc pour les gens qui nous écoutent, qui sont en cours de traitement. Pour les gens qui nous écoutent, si vous avez encore des endroits à signaler, faites-le sur la boîte contact@ben.fr. Envoyez l'adresse, éventuellement des photos, et nous, ça alimente le dossier, ça nous permet d'appuyer encore plus la démarche que l'on a engagée auprès d'Orange. Bien, question suivante. Traçage de places de stationnement rue de la Couperie. Qu'en est-il du marquage de places de stationnement rue de la Couperie qui font beaucoup défaut dans ce quartier de Benne? Alors, je vais répondre à cette question. En ce qui concerne les places de stationnement, le projet est à l'étude, mais pas que sur la rue de la Couperie, sur l'ensemble de la commune, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des problèmes un peu partout. Et donc, voilà, tout est à l'étude sur tout l'ensemble de la commune, et on verra ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, on a cité la rue de la Couperie pour une raison bien particulière, c'est qu'il y a quelques années, il avait été réalisé un marquage au sol avec des bandes jaunes, donc interdisant tout stationnement. On m'avait dit à l'époque qu'il y avait eu un avenant qui avait été fait. A priori, il y a eu jamais un avenant n'avait été établi là-dessus. Donc les bandes jaunes sont illégales. Sauf que si des voitures stationnent là la nuit, parce que c'est la nuit le problème, elles peuvent être verbalisées. Donc comment est-ce qu'on gère la situation? Est-ce que des personnes se sont fait verbaliser? Oui, moi, pas par l'équipe qui est en place là, mais par la police municipale précédente, il y a eu des contraventions qui ont été mises. Je ne connais pas tout l'historique. Oui. Donc là, je ne vais pas. C'est pour ça que j'insiste sur cette rue de la Couperie où il y a ces bandes jaunes qui sont illégales. Il n'y a pas eu d'arrêté du maire. Non, il n'y a jamais eu d'avenant. Je l'ai demandé, j'ai fait un courrier officiel. C'est un arrêté. On ne m'a jamais répondu. Parce qu'il n'y en a pas eu. Ok, bon, on va soulever ce problème. Oui. D'accord. Merci. Okay. Moi, je voudrais bien dire deux mots, si c'est possible, sur ce sujet. On insiste un peu parce que la caractéristique de cet endroit de Benne, c'est que tout le flux des Bennois qui viennent des Pissottes, notamment, de tous ces hameaux, croisent cette patte d'oie là, qui fait que lorsqu'ils viennent accompagner par exemple leurs enfants à l'école, ils auraient aussi une possibilité plutôt de faire la queue pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, hein, parce qu'aux heures des entrées des écoles, à cet endroit-là, c'est exactement ça qui se passe. Oui, oui. Tous les matins. Bon. Ça veut dire qu'ils avaient une possibilité aussi, lorsqu'ils étaient en retard, parce qu'il y avait beaucoup de voitures, de pouvoir stationner les quelques minutes où ils finissaient à pied avec leurs enfants. Moi, ça m'est arrivé avec mes petits-enfants de s'arrêter à l'entrée de Benne, là, au niveau des trois rues qui se croisent, de laisser tomber la voiture, d'accompagner l'enfant à l'école et puis de revenir à pied et récupérer la voiture après. Donc c'est vraiment un nœud qu'il faut examiner parce que c'est le quotidien.
Hein. Tous les jours, il y a des photos qui sont prises, là, tous les jours, à cet endroit-là. C'est terrible, quoi. Hein. C'est une vraie catastrophe. Donc là, il y aurait des mesures à prendre. Parmi ces mesures, on avait évoqué ce sujet à un moment donné, je crois que ça pourrait améliorer aussi. Le problème des embouteillages là, c'est lié aussi à la manière dont on laisse passer les flux des parents avec les enfants au feu rouge qui est devant Anatole France. Hein, et que si par exemple à cet endroit-là, il y avait une caméra qui renverrait des vues du carrefour, peut-être que ça inciterait aux personnes qui sont chargées de la circulation devant Anatole France de faire passer plus ou moins le flux d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire plus vite, couper le feu rouge moins souvent, afin qu'il y ait un plus grand équilibre, parce que les automobilistes, ils ont aussi le droit d'aller travailler. Bon, alors il faut assurer la sécurité, mais la sécurité, ça peut pouvoir dire aussi de faire patienter quelques minutes les parents pendant que, parce qu'on sait que c'est complètement bouché au carrefour dont on parle, laisser les parents pour que les voitures puissent passer plus et plus vite pour dégager tout ce morceau là qui est asphyxié tous les jours. Hein. Alors, c'est un vrai sujet ça hein, aussi. Oui, c'est un sujet, mais la consigne est quand même donnée aux personnes qui sont chargées de faire traverser justement les parents et les enfants au feu. C'est d'attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui soient regroupées au niveau du passage piéton pour déclencher le feu et pour que le groupe de personnes puisse traverser et justement pour limiter le nombre de passages du vert au rouge pour fluidifier la circulation. Mais de toute façon, le feu est là pour sécuriser la traversée des piétons pour aller notamment à ces heures-là. Et il y a quand même, très sincèrement, je ne vois pas comment on peut faire autrement. On peut en discuter. Je vais juste me permettre une remarque parce qu'effectivement c'est un sujet important et qu'on va mettre sur la table en 2022, notamment à l'étude. En gros, il y a deux écoles. C'est soit vous décidez de fluidifier le trafic, mais du fait du truchement des GPS, vous allez drainer plus de véhicules, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils partent de chez eux, ils mettent leur GPS et ils prennent la route où le GPS leur indique que c'est le plus rapide. Donc vous avez deux écoles. C'est soit vous fluidifiez le trafic, et donc les temps des trajets sont moins importants pour les gens qui ont un GPS, donc ils vont venir plus facilement sur Ben. Et la deuxième école, c'est de faire l'inverse, de rallonger les temps de parcours et donc de ne pas faciliter le flux de voitures pour que en fait les GPS indiquent que c'est pas la peine de traverser Ben puisque vous allez mettre plus de temps. Donc cette étude-là, on va la mettre entre les mains d'experts l'année prochaine, notamment pour la traversée de Ben parce que c'est un vrai fléau le matin et y compris le soir aussi sur le retour. On a les deux sujets. Sachant que 95% du flux, ce ne sont pas des Bénois, c'est vraiment des gens qui viennent des communes alentours. Donc voilà. Alors, juste pour la petite histoire, quand même, je ne citerai pas la commune, mais un maire d'une commune, en fait, s'amusait sur Ouez, systématiquement à dire que c'était bouché pour empêcher les voitures de passer chez lui parce que c'était infernal. Vous voyez, on en est arrivé là pour essayer, dans certaines communes, d'éviter. Un commando, effectivement, le matin pour signaler ça dans le centre. Peut-être se grouper. Effectivement. Faire un groupe de travail là-dessus. Comité accident, ouais. Bien, question suivante. Sécurité, route de marque. Des travaux de sécurisation ont été effectués. Néanmoins, la sécurité des Benoît ne sera effective que si un chemin piétonnier est réalisé depuis le bas de cette rue. À ce jour, les piétons se déplacent sur la voirie, ce qui est dangereux, particulièrement pour les enfants. Quel a été le coût actuel de la pose des radars? Le département a-t-il participé à ces dépenses? Alors, je vais vous répondre aussi. Donc, le sujet de la sécurité, je vous ai répondu avec la question précédente, donc il est de toute façon sur la table à l'étude. On sait très bien que c'est une préoccupation quotidienne des Bénois. La problématique sur ce secteur, c'est qu'on est sur une départementale et que les coûts, les autorisations sont liées à l'aval du département. Donc les coûts en général sont imputés à la commune, les autorisations c'est le département qui les donne ou pas.
Donc là, on travaille avec le département justement pour essayer de mettre en place quelque chose de pertinent et en tout cas de plus cohérent et avec l'objectif de sécuriser les circulations. En ce qui concerne le coût de la pose des radars, donc des radars ont été posés, donc là je vous donne le coût, c'est 36 677 € pour la rue du Bois, la rue de la Couperie, la route de Marc, la rue de la Croix-Verte, et ça concerne tout l'équipement, y compris les panneaux lumineux bleus. Voilà. Alors, pour compléter la question, il y a eu des travaux qui ont été faits à Mauque-Panier, vous savez, concernant la sécurisation. Alors au début, c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, sauf que le département nous a imposé un certain nombre de règles plus importantes de sécurité, mais il ne nous a pas donné un centime. Enfin, il nous a donné une subvention, mais qui n'était pas l'équivalence par rapport aux travaux qu'il nous avait demandé. Donc c'est pour ça que le travail qu'on doit faire avec le département, c'est justement de savoir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent bien nous aider. Oui, surtout pour la rue de Marc, ils se sont déplacés, donc ils savent bien. Ils savent bien, exactement. Ils connaissent bien le problème. Exactement, puisque c'est uniquement pour sécuriser là, les écoliers qui viennent le matin, parce que il n'y a rien, il y a des haies qui appartiennent à la commune, qui ne sont pas taillées et qui posent vraiment un problème de vision. Autre chose, rue de Maule, j'ai pas vu d'autres, j'ai vu qu'un radar pédagogique. Quand on sort, finalement, on peut être à une vitesse assez élevée parce que on n'est pas rappelé à l'ordre. J'espère que c'est pas le cas que vous regardez votre monteur. Non, bien sûr, mais comme ça a un effet quand même très dissuasif, pourquoi est-ce que ça a été mis que dans un seul sens sur cette route-là? C'est pour privilégier l'entrée, en fait, des gens des... Oui, mais sur les autres entrées, on en a mis dans les deux sens. Parce que là aussi, on a encore le problème des écoliers le long de la rue de Maule. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on... Ouais, c'est vrai qu'on a privilégié la couperie. Ouais. Comme le fait remarquer effectivement cette année. Il y a un truc hein, pour la limitation de vitesse que aux États-Unis, c'est que les collectivités là-bas n'entretiennent pas les routes. Il y a des véhicules partout, et vous roulez même à New York, vous voyez, personne ne fait d'excès de vitesse parce que tout le monde regarde où il met ses roues. Oui, mais les Américains roulent doucement. Il y a même une commune de France qui a fait un petit radar factice. Et quand on est dessus, on voit que c'est du carton, mais je vous assure que c'était très très dissuasif. Non, là c'est vraiment pour privilégier les abords en fait de la route pour les écoliers le matin. Oui, alors pas de trottoir. Non, mais les gens ne réclament pas un trottoir. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a besoin de mettre chemin piétonnier, non pas trottoir, parce qu'on sait ce que ça coûte. Pardon, excusez-moi. Oui, on a pris la précaution justement de mettre chemin piétonnier parce qu'on sait très bien que les trottoirs, comme ça peut être fait à Mauque-Panier, que ça coûte, on dit. Donc, c'est pas ça qui est demandé. Mais on ne peut pas indéfiniment à cet endroit-là, d'autant plus que là, il y a eu des accidents, je ne sais pas si tu te souviens, extrêmement graves, puisqu'il y a un enfant qui est passé sous un camion d'EDF, hein, dans cette rue-là. Des gens très connus à Vennes, d'ailleurs, c'est une grande famille de Vennes. Et là, il y a, surtout en ce moment, là où il fait nuit à la sortie de l'école, bientôt, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Donc, moi, je pense qu'on pourrait aussi essayer de se rendre sur place pour avoir une idée de ce qui pourrait être fait et après voir évidemment si le département est disposé. Mais c'est prévu, c'est prévu aussi. D'ailleurs, hein, à sûr. mettre la main à la poche aussi. Bien sûr, on ne regarde pas simplement des plans, on se déplace aussi. Hein. On se déplace. Question suivante. Quelle est l'évolution des beaux professionnels de la future maison médicale? Ah, c'est encore moi. Donc, nous sommes en relation avec les professionnels de santé. Nous les avons rencontrés un certain nombre de fois pour l'élaboration des baux. C'est encore, c'est en finalisation. Donc, très prochainement, les baux vont être figés. On est vraiment là sur du détail. Du coup, ils seront signés, on espère en début d'année 2022. Voilà.
et ensuite présenter, bien sûr, à l'Assemblée. C'est la société Sergic, hein, pour rappel, qui va gérer les relations avec les professionnels de santé pour tout ce qui concerne les loyers, les bâtiments. Qui ont établi les baux. Pardon? C'est cette société qui a établi les baux. Oui, en relation avec les professionnels. Et il y a quand même de bonnes nouvelles par rapport à la maison de santé. Donc c'est l'évolution favorable donc, vers l'établissement définitif des baux. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau du bâtiment, toutes les huisseries et les fenêtres ont été posées. Donc les travaux qui ont commencé il y a déjà plusieurs semaines avec toutes les réunions de chantier, maintenant sont visibles. Et donc voilà, le chantier évolue dans de bonnes conditions et tout se passe bien. Merci. C'est bon? Donc pas d'autres questions diverses, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors je vais passer la parole pour des informations diverses à Madame Annick Pandolfi. Merci Monsieur le maire. Jeudi dernier, bonsoir à tous, toutes, excusez-moi. Jeudi dernier a eu lieu donc dans la salle de la Barbacane la distribution des colis de Noël aux seniors. Alors je tenais juste particulièrement ce soir à remercier déjà le personnel communal qui nous a aidés à décharger les colis, les 380 colis du camion, étant donné que le chauffeur n'était pas du tout motivé pour le faire. De nous avoir aidé également donc, à transporter tous ces colis dans la salle numéro 1 pour les garder pour la nuit. De nous avoir aidé également le lendemain à les transporter donc, à la Barbacane. Et donc le jour de la distribution, je tiens à remercier donc, les conseillers municipaux, dont Madame Sylvie Béguet en particulier, qui est restée une grande partie de la matinée, à Monsieur Philippe Lecoustour, donc qui est resté toute la journée également pour la distribution, ainsi que pour la collation qui a été servie aux seniors. On a eu vraiment que des bonnes retombées de cette journée qui a été festive et qui s'est extrêmement bien passée. Voilà, donc je voulais remercier toutes ces personnes ce soir. Merci. Bien, effectivement, j'ai reçu, je crois, un courrier hier de remerciements. On a eu plusieurs, mais directement. On l'a reçu. Mais on a eu énormément de remerciements des Bénois, justement, ce jour-là. Hein. Donc, ça a été transmis à Madame Pandolfi et ils sont vraiment ravis. Très bien. Monsieur Philippe Lecoustour, vous avez une information? Oui, il y a 2 conseils municipaux. Je crois que notre collègue Madame Sauter avait demandé si on pouvait avoir les petites informations de... Voilà, donc 2 informations sur le terrain synthétique. Donc vous avez pu remarquer ou pas, si vous n'êtes pas allé au Vallée Capignon, que le terrain synthétique a été utilisé de jour par les scolaires actuellement. Qu'il reste quelques petites choses à faire, notamment ce qui va se faire jeudi, c'est la pose des pare-ballons qui protégeront les maisons qui sont derrière le but nord, ça doit être le nord par là, et qui protégeront surtout l'avenue du Général Leclerc contre les ballons. Donc ça c'est fait jeudi. Pour l'instant, le terrain n'est utilisé qu'en plein jour puisque l'éclairage n'est pas fait. En revanche, il est prévu qu'il soit fait le 16 décembre. Et là, alors, prévenez les Bénois, c'est pas la peine qu'ils aillent voir leur opticien. Ils vont voir un hélicoptère passer avec des poteaux, avec les poteaux des candélabres. Donc, ça se fera normalement, et si les conditions atmosphériques le permettent, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vent, par héliportage le 16 décembre. Voilà, et après, effectivement, ce terrain sera utilisé. Alors, il va y avoir les vacances, donc ce sera pas encore le moment de l'utiliser pour le club et pour les scolaires, mais dès le 2 janvier, ou non, 3 janvier, c'est ça qu'ils reprennent. Dès le 3 janvier, ce terrain sera utilisable de jour comme de nuit. Ce terrain sera inauguré. Oui, on va trouver une date pour l'inaugurer dès que tout est prêt. Je pense que ça se fera en janvier. Et deuxième information, donc que vous êtes au courant qu'il y a le marché de Noël ce week-end. Alors les informations gênantes, c'est qu'il faudra le pass sanitaire et le masque obligatoire. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est une zone qui est close du fait de Vigipirate, donc on est obligé d'avoir le pass sanitaire et le masque. L'information plus sympathique, c'est qu'on va changer un peu les menus. Alors on va pas faire un menu de Noël, il n'y aura pas de dinde, de pintade ou de chapeau. En revanche, il y aura le midi une tartiflette.
Voilà. Et il y aura de la danse, enfin, il y aura l'occasion de faire une fête comme on a fait celle de l'année dernière, c'est-à-dire une fête très réussie, et où, effectivement, Madame Béguier en prendra plein les yeux, comme l'année dernière, et j'espère que les enfants aussi. Est-ce qu'il y aura une jauge? Non, elle n'est pas prévue du moment que les gens ont le pass sanitaire. Et le port du masque, bien sûr, sauf... Alors, petite précision, comme on va vendre des huîtres, il faudra les manger assis à table, ou tout du moins sur des manches debout, mais en tout cas pas en déambulant avec la nourriture. Voilà. Bien. Alors une autre information qui est importante, qui a duré longtemps, reconstruction du mur de la Contrescarpe. Nous avons eu l'autorisation de la reconstruction du mur. Quand même 5 ans. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'avec les conditions dans lesquelles on doit reconstruire le mur, ça va prendre encore un peu de temps. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, suite à différentes réunions, et notamment le passage en commission des agents devant les conservateurs des bâtiments de France et autres, nous avons obtenu l'autorisation de le reconstruire, mais avec des conditions assez draconiennes. Et notamment, ce qui n'était pas prévu depuis le départ, c'est-à-dire on nous avait affirmé qu'il n'y aurait pas de fouilles préventives au niveau du mur, et maintenant nous avons des fouilles préventives au niveau du mur. Ce qui va évidemment au niveau du délai rallonger, parce qu'on ne sait pas qui va les faire, et voilà. Et puis après, reprendre tous les calculs de structure, parce qu'on nous a imposé une autre mode de travail. Donc voilà. Pour l'instant, la nouvelle n'est pas vieille, hein, elle a 2-3 semaines, je ne crois pas plus. Donc les services et notre architecte sont en train de travailler, et le bureau des structures sont en train de travailler sur les nouvelles conditions imposées par les bâtiments de France. Les fouilles préventives, elles sont à la charge de la commune et subventionnées, ou ça se passe comment? Alors, normalement non, puisque la longueur du mur en fait, est inférieure à, je ne sais plus quelle distance, mais en fait on n'aurait pas besoin de financer les fouilles préventives. Mais évidemment, ça risque de rallonger le délai de mise en œuvre du mur. Je vais juste me permettre un complément parce qu'on reste très prudent sur ce sujet-là. D'ailleurs, monsieur le maire emploie les mots normalement, emploie du conditionnel. Parce que ce qui est quand même assez terrible dans cette histoire, c'est que l'architecte des bâtiments de France change quasiment tous les ans. Et en fonction de la personne, les règles changent. Et ça devient assez pénible. Donc là, ce sont les règles d'aujourd'hui. Rien ne nous dit que ça pourrait changer, on n'espère pas. Mais on reste très prudent. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres municipalités qui nous écoutent, si vous vous posez la question de classer certains monuments chez vous, posez-vous très bien cette question parce que ça a des conséquences qu'on ne mesure pas au début. Alors je sais que c'est un débat, hein. J'avais été critiquée pour avoir défendu le classement monument historique du château. Moi je pense que c'est une chance pour la commune parce que ça permet de valoriser le château, surtout que le château de Vennes n'est absolument pas connu, enfin à part par quelques amateurs ou professionnels pointus, mais je pense qu'à terme c'est une chance, et même les fouilles préventives en soi c'est une chance, hein. Ça va peut-être permettre, enfin je l'espère, d'apprendre des choses nouvelles sur le château, alors qu'on a encore beaucoup à apprendre malheureusement. Très bien. Bien, s'il n'y a plus d'autres sujets, je vais clore le conseil en vous souhaitant évidemment une bonne fin de soirée et surtout des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci à vous.